Bienvenue dans le débat consacré au bras de fer entre Donald Trump et Nicolás Maduro, le président du Venezuela, mais aussi entre Donald Trump et le président colombien Gustavo Petro. Après les offensives des forces américaines sur les navires vénézuéliens qui, selon la Maison-Blanche, transportent de la drogue vers les États-Unis, Trump envisage maintenant des frappes terrestres et donne le feu vert à la CIA pour des actions sur le territoire vénézuélien. Trump a aussi proféré des menaces contre le président de Colombie. Il accuse Gustavo Petro d'être également un baron de la drogue et il suspend les aides financières à Bogota. Au total, depuis le mois d'août, Trump a déjà fait abattre 7 navires dans la mer des Caraïbes, des Vénézuéliens ou appartenant à des groupes rebelles colombiens. Plus de 30 personnes ont été tuées. La Colombie a rappelé d'ailleurs ce matin son ambassadeur aux États-Unis pour consultation. Alors comment qualifier cette politique de Donald Trump de lutte contre les narcotrafiquants dans les Caraïbes et plus généralement en Amérique du Sud? Quel est l'objectif de Trump et jusqu'où ira-t-il? Veut-il renverser le président vénézuélien Nicolás Maduro? Veut-il déstabiliser la Colombie? Narcotrafic, jusqu'où ira Trump? Voilà les questions que nous avons posées à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Nelson Castellano. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes ancien consul général du Venezuela en France. En face de vous, nous avons Andrena Flores. Bonsoir. Bonsoir, journaliste à RFI et bienvenue à vous, Andrena. Et puis Ketevan Gorgestani est avec nous ce soir, chroniqueuse internationale France 24, notre ancienne correspondante à Washington, notre ancienne correspondante France 24. Bonsoir Ketevan. Bonsoir. Et nous attendons donc par Teams Kevin Partenay. On me dit qu'il a un petit peu de retard, professeur à l'université de Tours. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose de faire un point en images, en sachant que les États-Unis ont vraiment mis en place toute une armada dans cette mer des Caraïbes, ont attaqué au moins 7 bateaux. Un point en images donc avec Lucas de Villepin. Une embarcation dans la mer des Caraïbes, détruite par une frappe américaine. Selon Washington, ce navire colombien transportait de la drogue vers les États-Unis. Donald Trump accuse Bogota de ne pas en faire assez pour lutter contre ce trafic et annonce des sanctions. Je suspends toutes les aides à la Colombie, car ils ne participent pas à la lutte contre la drogue. Et même lorsqu'ils avaient de meilleurs présidents qu'aujourd'hui, ils étaient comme ça. C'est comme ça qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Sur les réseaux sociaux, Donald Trump qualifie même le président colombien Gustavo Petro de baron de la drogue. Réaction immédiate de Bogota qui rappelle son ambassadeur à Washington et répond au chef d'État américain. Toute déclaration contre le président le qualifiant en ces termes est un manque de respect envers la Colombie. S'il y a un pays qui a mobilisé toutes ses capacités et qui a également perdu des hommes et des femmes dans la lutte contre le trafic de drogue, c'est bien la Colombie. Pour lutter contre le narcotrafic, Washington évoque une intervention sur le sol colombien décriée par Bogota. L'armée américaine multiplie déjà les frappes depuis plusieurs semaines contre des navires colombiens et vénézuéliens. Les deux pays dénoncent un viol de leur souveraineté et des bombardements aveugles qui ont plusieurs fois tué de simples pêcheurs. Andrea Flores, d'abord, est-ce que vous êtes surprise par ce qui se passe? C'est vrai que ça fait plusieurs mois que ça dure, donc depuis le mois d'août, de tirer comme ça, sans sommation, sur des navires supposés donc être pleins de drogue et de narcotrafic. D'abord, est-ce que c'est légal? Comment est-ce qu'il peut justifier une telle politique, Donald Trump? Je suis quand même un peu surprise, parce que je ne m'attendais pas à une opération aussi agressive de la part des États-Unis. C'est vrai que depuis l'année 2020, il y a un dispositif qui a été activé, et c'est le dispositif d'opération renforcée contre le trafic de drogue depuis 5 ans. Donc déjà du temps de Joe Biden. Oui, exactement. Donc il y avait quand même des accords avec les pays de l'Amérique latine, de l'Amérique centrale pour le déploiement de navires pour ce genre d'opération, mais pas avec cette agressivité qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire pas avec des tirs directs sur des petites embarcations qui sont pilotées par des pêcheurs et qui vont 27 morts quand même. Donc je suis, oui, quand même un peu surprise, mais je pense que c'est quand même dans la légalité. C'est étonnant, c'est choquant peut-être, mais c'est quand même dans ce dispositif dont je vous parle, qui a été approuvé pour le gouvernement américain d'abord, mais aussi pour les gouvernements partenaires en Amérique latine. Donc vous dites c'est légal, on peut. Je dis que c'est légal, même si c'est en eau internationale. Il faut préciser, ouais, c'est dans les eaux internationales. Il faut préciser que
que les États-Unis n'ont pas, disons, croisé vers les eaux vénézuéliennes ou colombiennes. Ils restent quand même dans les eaux internationales. Et je pense que c'est important de le préciser, de le dire. Et oui, ça reste légal, choquant, mais légal. Nelson Castellano, c'est légal aussi à vos yeux ou est-ce qu'il y a un flou juridique là? Au point de vue des droits internationaux, vous pouvez tirer... il y a toute une discussion à propos de ça. Effectivement, on n'est pas toujours d'accord avec les méthodes qui ont été employées, mais au point de vue juridique, les gouvernements américains ont fait tous les pas nécessaires pour être protégé par sa propre loi. Ça veut dire qu'il n'attaque pas à des citoyens. Il attaque à des trafiquants de drogue. Ils ont été déclarés trafiquants, ils ont été prouvés. En plus, ils sont des preuves. Ce n'est pas qu'un tribunal peut décider qu'il a un trafic de drogue. Mais manifestement, il y a eu un pêcheur colombien qui a été aussi tué dans justement l'une des attaques. J'ai attentivement ça, mais j'ai aussi découvert que lui, il a des antécédents énormes de délinquance. Il y a un vol de plus de 300 armes dans lesquelles il était accusé. Et que ces armes ont été données à des mouvements irréguliers. Et ça veut Donc dire ça rentre dans un dispositif de lutte contre le terrorisme. De lutte contre le terrorisme, et c'est pour ça c'est les premiers détails qu'il a fait. Il les a déclarés pas seulement trafiquants, parce que si c'est que des trafiquants, il ne pourrait pas le faire. Il les a déclarés narcotrafiquants, mais terroristes. Et ça veut dire que la loi américaine, quand il s'agit de terrorisme, permet au gouvernement américain de tirer sur ces bateaux. De faire toute une série d'actions, disons. Alors, il y a quand même un gros flou. Alors déjà, il y a le fait qu'il les ait déclarés terroristes, clairement, c'est pour justifier légalement. Ils considèrent que si le narcotrafic, c'est du terrorisme, ces narcotrafiquants sont donc des terroristes, donc des ennemis combattants. Ils emploient les mêmes termes qu'ils employaient lors de la guerre contre le terrorisme au Moyen-Orient. Ça, c'est leur argument qui est que, vu que c'est des terroristes, ils ont le droit de les tuer sans autre forme de procès. Sauf qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis, notamment des juristes qui sont bien plus spécialisés que moi là-dessus, qui posent la question, parce que la différence avec la guerre contre le terrorisme d'avant, c'est qu'à l'époque, il y avait le soutien et la validation du Congrès qui a donné l'autorisation à l'armée américaine d'aller justement tuer des chefs de groupes terroristes à l'étranger sans aucune autre forme de procès. Ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui aux États-Unis. Par ailleurs, cette déclaration que c'est des terroristes, elle-même est critiquée et contestée par certains pour dire... Le terrorisme, a priori, il doit y avoir une sorte d'idéologie, une ambition, soit idéologie politique, soit idéologie religieuse. Or là, on parle de narcotrafiquants qui sont mus par le profit, l'appât du gain, et que est-ce qu'on peut les qualifier de terroristes? Donc il y a deux choses sur lesquelles personne n'est d'accord. Et d'ailleurs, au Congrès, il y en a maintenant qui demandent à ce qu'il y ait des auditions sur cette question pour voir si oui ou non les États-Unis et l'administration Trump a effectivement le droit, puisque le Congrès ne l'a pas autorisé à entretenir et à combattre cette guerre contre le narcotrafic. Donc ce n'est pas si évident. Kevin Partenay, vous nous avez rejoint, professeur à l'Université de Tours et membre de l'Institut universitaire de France. Première question que j'ai posée à l'ensemble de nos panélistes. Est-ce que vous êtes étonné de ce qui se passe? Est-ce que vous êtes surpris? C'est nouveau, cette façon d'attaquer les navires du narcotrafic vénézuélien ou colombien de la part des États-Unis? Bon. Oui, c'est nouveau, dans le sens où c'est effectivement une pratique qui n'avait pas été employée jusqu'à présent par le président Trump, notamment lors de son premier mandat. Mais malgré tout, c'est absolument pas surprenant, puisque c'est une sorte de gradation, d'intensification de l'usage de la violence. Si on regarde le premier mandat de Trump, on a vu beaucoup de discours, on a eu beaucoup de mots sur la question vénézuélienne. Aujourd'hui, depuis le début de son deuxième mandat, je crois que ce qui est relativement évident, c'est qu'il y a une décomplexion totale sur l'usage de la violence, qu'elle soit sur le plan rhétorique ou sur le plan des actes. Donc, ce genre d'attaque sur des cibles spécifiques et puis sur le régime vénézuélien n'est absolument pas étonnant. Là où je créerais peut-être juste un petit peu le débat avec les autres membres du plateau, c'est que je considère que ces attaques sont absolument pas légales, c'est-à-dire qu'elles sont en violation complète du droit international. Comme l'a rappelé une collègue sur le plateau, effectivement, ça répond à un argument pour le terrorisme qui a été employé par
Trump pour les partisans de Trump, bien, mais ça répond à la loi aux États-Unis. C'est une du droit international. Les attaques sur la consommation, les attaques sur des individus pour lesquels il n'y a pas toujours absolument toutes les preuves sur le lien avec la criminalité et le trafic de drogue. Et on ne sait pas si ces gens sont armés. Les attaques sont sans sommation. Tous ces éléments-là font qu'on est dans une escalation caractérisée du droit international. Kevin partait d'un tout petit problème de son qui va, j'espère, être résolu dans un instant. Un mot justement sur la stratégie de Trump, Andréna Flores. Est-ce que ça vous rappelle la doctrine Monroe, donc celle du président James Monroe au début du 19e siècle, où il disait l'Amérique aux Américains, si on passe dans notre zone d'influence, on tire? Bon, mais je pense que Make America Great Again s'impose plus ou moins dans la même ambiance, je dirais. Que cette doctrine Monroe, ce 19e siècle, âge d'or, selon Trump. Je pense qu'ils font surtout la comparaison avec ce qui s'est passé en 1989, l'invasion au Panama, si vous vous rappelez. C'était les années Reagan. Oui, c'était beaucoup plus... C'était Noriega à l'époque. C'était vraiment plus ou moins, je dirais pas la même chose, mais il y a une comparaison qui est valide, qui est valable, je pense. Mais il faut dire aussi qu'il y a certains éléments qui ne sont pas exactement les mêmes. Enfin, par exemple, les États-Unis avaient un accord avec le Panama à cette époque-là, justement pour avoir une présence militaire dans le territoire du Panama. Donc l'invasion a été facile, entre guillemets. Et bon, il y a d'autres éléments aussi qui changent. Et c'est surtout cette narrative, Nicolas Maduro, de dire « Ah oui, ils vont nous envahir comme ils ont fait au Panama », qui résonne un peu comme une ressource de propagande, je dirais, à l'interne au Venezuela. Donc cet appel à attention, on va nous envahir. Et il faut faire vraiment attention à ne pas répéter cette narrative parce que c'est une façon d'appeler au loup, si vous voulez. De mettre de l'huile sur le feu, en fait. Et oui, et de se faire un peu de propagande interne, de construire une base solide et de détourner l'attention sur les des vrais problèmes qui se passent au Venezuela. En réaction, justement, parce qu'il y a eu une réaction de la prix Nobel de la paix, Corina Machado, c'est comme ça qu'on prononce. Maria Corina Machado. Maria Corina Machado, donc, qui a eu le prix Nobel de la paix il y a 15 jours, et elle a longtemps appelé finalement à une sorte d'intervention extérieure pour faire tomber finalement le régime de Maduro. On va l'écouter. Voici la réalité. C'est Nicolas Maduro qui a déclaré la guerre aux Vénézuéliens. C'est Nicolas Maduro qui pratique le terrorisme d'État à l'intérieur du pays et le narcoterrorisme à l'extérieur. L'invasion qui existe ici est celle des Cubains, des Russes, des Iraniens, du Hezbollah, du Hamas, des cartels de la drogue, de la guérilla, des FARC. C'est ça l'invasion qui existe au Venezuela. Nestor Castellano, vous êtes d'accord avec elle? Quand elle dit ça, elle justifie presque une intervention en fait, des États-Unis pour faire tomber le régime de Maduro. Je crois qu'elle clarifie la situation. Je voudrais faire une petite observation à ce qui vient d'être dit. La première chose qu'il faut voir, les problèmes vénézuéliens et dans la partie essentielle. On ne peut pas analyser un problème par les branches. Ça veut dire les conséquences. C'est vrai qu'il y a une intervention américaine, c'est vrai qu'ils sont là, mais quels sont les problèmes vénézuéliens? Est-ce que le Venezuela est devenu un narcotrafic, un narco-État? Il vit de ça. Oui. Aujourd'hui, vous pouvez dire ça. L'entreprise pétrolière, que c'est la source Petrobras. principale. Non, c'est pas Petrobras. Non, c'est le PDVSA. Pétrolier de Venezuela. Voilà, Pétrolier de Venezuela. Il n'est plus presque en fonctionnement. Il est complètement ruiné. Il est passé de produire 3 millions de barils par jour à un peu moins de 700 barils par jour. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'argent qui rentre pour soutenir le système. Et ils ont fait appel à d'autres moyens d'affaires pour avoir l'argent nécessaire pour entretenir le système. Donc, du trafic de drogue. Il y a le trafic de drogue, il y a le trafic de l'or, il y a le trafic des terres rares, il y a aussi le trafic de personnes, mais il y a aussi une autre chose. Il y a beaucoup de choses, des accords qui ont été faits entre les gouvernements vénézuéliens. C'est pour ça la conséquence de mélanger la Colombie. Actuellement, le Venezuela est en train de faire une partie du pays entre la frontière vénézuélienne-colombienne, libre, unie comme si c'était une nouvelle Gaza, mais entre la Colombie et le Venezuela, libre de contrôle.
mais on sait que c'est l'endroit où il y a plus de production de drogue. À la frontière entre la Colombie et le Venezuela. On va regarder la carte d'ailleurs, on a une carte. Du coup, comment on peut expliquer que les pays ne sont pas d'accord, que les pays ne se sont pas mis d'accord pour continuer dans cette ligne de production? Qu'est-ce qu'ils produisent en un mot? Quel type de drogue? Parce qu'on parle beaucoup de la cocaïne. C'est la cocaïne. Donc, parce que le fentanyl n'est pas produit en Amérique latine. Ouais, le fentanyl. Alors justement, parce qu'il parle de fentanyl, Donald Trump, il veut lutter contre le fentanyl. C'est ça qui est un peu pas cohérent en fait avec ce que dit Donald Trump, c'est que en fait il s'attaque d'abord quand même, ça a commencé par le Venezuela et la vraie cible pour l'instant c'est le Venezuela, même si on commence à parler de la Colombie. Le Venezuela, dans ce qui arrive aux États-Unis, c'est loin d'être le problème numéro 1 de la drogue qui est importée aux États-Unis. Ça ne vient pas du Venezuela. En particulier le fentanyl. Et en particulier le fentanyl. Donc le fait de cibler le Venezuela en disant c'est une atteinte à la sécurité intérieure des États-Unis parce qu'il y a toute cette drogue qui entre aux États-Unis, certes, ça peut être vrai, mais c'est de loin pas le plus gros problème. Et je pense que ce qui est important à rappeler avec le Venezuela, c'est que c'est la concordance de deux sujets qui importent très fortement à deux éléments de la base de Donald Trump. Il y a un sujet qui est la guerre contre la drogue, qui marche très bien avec MAGA parce que ça a été un thème de campagne, il en a parlé et reparlé. Et en même temps, c'est le Venezuela, c'est Maduro. Et donc, c'est le chavisme. Et voilà, mais donc c'est toute la partie des républicains traditionnels, les Hawks, les Faucons, les gens comme Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui, eux, ont très publiquement et depuis longtemps dit qu'ils voulaient se débarrasser du leadership au Venezuela. Et donc là, ils ont l'opportunité de rejoindre ces deux pans, les MAGA et les républicains un peu traditionnels, qui sont pour ce changement de régime au Venezuela et ailleurs en Amérique latine. Kevin Partenay, jusqu'où pourrait-il aller justement? On a vu que la prix Nobel de la paix n'était pas totalement opposée à une intervention américaine. Est-ce que Donald Trump pourrait avoir la tête de Maduro? C'est ce qu'il recherche, en tout cas c'est certain. Ce qui est assez clair avec Donald Trump, c'est qu'il faut pouvoir s'attendre absolument à tout. On le voit depuis son retour au pouvoir, l'exercice de la puissance est totalement désinhibé. Et les menaces d'intervention vont croissantes. Ce qui est intéressant à ce regard-là, c'est de voir aussi comment Donald Trump se comporte avec d'autres États et de voir que systématiquement, à chaque fois que ces États latino-américains d'ailleurs ou autres, à chaque fois que ces États résistent, il y a une sorte de gradation dans la menace, dans l'utilisation de mesures qui sont coercitives. Le Panama, État assez proche, en a fait très largement les frais depuis son retour au pouvoir. Et je crois qu'on peut imaginer à peu près tout et n'importe quoi avec le président Trump. Donc une invasion, une intervention militaire n'est pas absolument à écarter, effectivement. Andréana Flores, vous êtes d'accord, il pourrait intervenir militairement, parce qu'on se souvient que c'était déjà le cas Trump 1. On se souvient qu'il voulait aussi soutenir l'opposition. Et à l'époque, c'est même Bolton qui avait le dossier vénézuélien. On avait l'impression qu'il voulait une intervention militaire. Elle ne s'est jamais faite. Alors, est-ce qu'on est plus dans de la menace ou est-ce qu'effectivement, à un moment donné, il pourrait envoyer les troupes? Moi, je ne vois pas ce scénario, franchement. Je ne vois pas cette option. L'intervention militaire. Oui, l'intervention militaire. Non, je vois, oui, il y a une pression assez forte, bien sûr, et avec le déploiement de ces navires, on la voit encore plus. Mais je ne vois pas les troupes américaines débarquer sur le sol vénézuélien. Il faut rappeler qu'on a eu, par exemple, des dialogues, on a eu des processus de conversation pour essayer de trouver une solution, etc. Et là, il y a l'accord de la Barbade pour les élections de 2024. Ça n'a pas été respecté, c'est vrai. Mais je ne pense pas, moi c'est mon opinion, ma vision, je ne pense pas que les Américains vont voir les Marines descendre d'un hélicoptère sur le palais de Miraflores. Je pense qu'il y a d'autres options qui vont être cherchées et qui peut-être pourraient amener à une solution. On verra. Et vous, alors, est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord, parce que... Donc vous ne voyez pas les Marines américains débarquer? Je crois que l'indifférence des doctrines, ce n'est plus la doctrine que vous avez... La doctrine Monroe. Oui, en disant qu'Amérique pour les Américains. Non, je pense... Où là, ils débarquaient. Oui, non, c'est complètement différent. C'est Trump, c'est la doctrine de Trump. Il faut voir qu'on est face à un nouvel phénomène. C'est la paix à travers la force. Elle l'a dit, il l'applique entre les problèmes de Hamas et Israël. Elle l'applique en Russie avec
dans la guerre qui s'est produite là-bas. C'est la même chose qu'il fait actuellement. Il essaye d'imposer, disons, la paix, c'est qu'il appelle la paix à travers la force. La paix, c'est quoi? Reconnaître les vrais résultats électoraux, parce que ça les fonds de la chose. De Nicolas Maduro, vous voulez dire? Oui, c'est qui nous concerne en tant que Vénézuéliens, parce que ça ne justifie pas non plus... Parce que pour l'instant, il n'est pas reconnu, son élection n'a pas été reconnue. Et bon, Nicolas Maduro n'a jamais été reconnu, ni au Venezuela, ni par beaucoup... par la communauté internationale. La majorité de la communauté internationale. Curieusement, il est même dénoncé dans beaucoup de parlements du monde, parmi ça, les parlements européens. Mais les pouvoirs exécutifs de ces mêmes pays que les parlements ne l'ont pas reconnu, ne disent rien. Ça veut dire que les Vénézuéliens seuls dans cette situation. On a un gouvernement qui n'est pas légitime et on essaye de... C'est pour ça que Maria Corina fait ces déclarations. Ce n'est pas parce qu'il est d'accord avec la procédure de Trump ou qu'il est complètement d'accord avec une invasion ou quelque chose comme ça. Il a toujours ajouté les mots humanitaires quand il a parlé d'une aide internationale, d'une intervention militaire, non militaire, sinon de pression internationale. Il ajoute toujours le mot humanitaire. C'est pour ça qu'on ne doit pas mélanger tout, parce qu'une chose, c'est ce qu'ils veulent, c'est Maria Corina et son parti politique, et les candidats qui étaient élus président. Et autre chose, Maria Corina qui dit qu'elle se cache, c'est-à-dire que l'opposition ne peut pas afficher. Si elle serait dehors, elle serait en prison. Elle serait déjà dans 2 prisons qui sont reconnues dans le monde entier pour être les pires des systèmes de répression au Venezuela. C'est la tomba et l'hélicoïde. Les tombeaux et l'hélicoïde, j'ai vu les noms des prisons. Et elle doit être cachée pour se protéger. Donc c'est la pression plus que l'intervention directe. C'est la pression. Et Jonathan, qu'est-ce que je pense? Et même l'annoncement dès que la CIA est autorisée, c'est simplement de faire impression de plus, parce que ça fait peur. Et l'idée, c'est de voir si l'armée vénézuélienne... Ça fait peur au Venezuela quand les États-Unis disent on va utiliser la CIA, la CIA, comme dans les années 60 aux années 80. Ça fait peur, et c'est ça qu'ils, disons, son pari, voir s'il arrive que Maduro accepte partir. Parce que il a accordé, ça dépasse, je crois qu'on a 12 processus de négociation avec Qatar, avec la Norvège, à Barbados, et aucun n'a été respecté. Et c'est pour ça que maintenant, il est en force pour voir si jamais on arrive de cette façon à le faire respecter l'accord qu'il avait signé. Il a perdu qui disait quoi, cet accord, pour être clair? Il devait approuver des élections libres, la participation de l'opposition, laisser l'opposition élire ses candidats. Ça n'a pas été fait. Les candidats n'ont pas pu s'inscrire, les candidats principaux de l'opposition. Après, on a inscrit un autre candidat substitut qui a gagné les élections. Vous savez qu'il a des procès-verbaux électroniques qui prouvent que l'opposition a gagné. Ces procès-verbaux ont été déposés à la Banque centrale de Panama et qui prouvent que tout le monde les a vus. C'est électroniquement prouvé. Mais on n'arrive pas à récupérer le gouvernement. Pourquoi? Ce n'est plus un parti politique. Ce n'est plus un gouvernement démocratique. Donc il est en position de survie, Maduro, là, ou pas? Avec la force, avec les armes. Il a ses soutiens. Il y a une armée, un secteur de l'armée, surtout les grands généraux, qui contrôlent les pays et qui les donnent le contrôle des armes. Et au Venezuela, ce qui a le contrôle des armes a le contrôle de la violence. Et c'est ça la réalité. Ketevan, pour revenir justement sur cette CIA, c'était la menace ultime donc affichée par Trump vendredi dernier, disant que la CIA allait recommencer les opérations de l'époque, alors que ce soit dans les années 50, mais aussi d'ailleurs du temps de Reagan. La CIA avait changé, non? Alors, il y a 2 choses. Un, c'est qu'il a annoncé qu'il avait déjà donné le feu vert aux opérations secrètes de la CIA. Déjà, si c'est des opérations secrètes, a priori, on ne les annonce pas devant tout le monde, devant une caméra. Bien sûr. Est-ce qu'ils y sont? Probablement. Est-ce qu'ils sont en train de faire des opérations? Je ne sais pas. Mais ça, c'est quelque chose quand même de différent. Ça, c'est un côté pression. On est là, de toute façon, je pense qu'il y a de la CIA partout en Amérique latine. L'autre question, pour en revenir à l'intervention militaire américaine, il ne faut pas oublier quand même qu'on parle de Donald Trump, celui qui a dit « Moi, ce qui se passe à l'étranger, ce n'est pas mon problème. No troops, j'ai fait ramener tout le monde, j'ai arrêté toutes les guerres. » Il n'enverra pas de troupes américaines. Mais là, c'est l'Amérique. Non, il n'enverra pas de troupes américaines au Venezuela.
Qu'il déplace et qu'il mette ses navires militaires dans la mer des Caraïbes, qu'il tire sur les bateaux, ça c'est une chose, mais il y a une limite que la branche MAGA, et on l'a vu quand il y a eu les interventions au Moyen-Orient sur l'Iran et tout, ça commençait déjà à gueuler un peu chez les MAGA en disant mais vous nous aviez dit qu'on allait s'occuper de nos problèmes intérieurs et qu'on n'allait pas essayer d'aller amener la paix à l'étranger. Donc je pense que l'intervention militaire, elle va se cantonner à ce qu'on est en train de voir là. Voir des Marines sur le territoire vénézuélien, ça c'est sûr que ça n'arrivera pas. Kevin Partenay, vous êtes d'accord? Et que pourrait faire est-ce que la CIA pourrait changer? Est-ce qu'elle a changé? Parce qu'on parlait beaucoup de ces opérations spéciales du temps de Ronald Reagan ou bien sûr dans les années 50. Je partage cet avis. Alors, on vous entend plus du tout. Pardonnez-moi, j'espère qu'on va réussir à vous entendre parce qu'on aimerait bien avoir votre analyse, justement. Andréna Flores, donc pour terminer sur la CIA, vous dites ça, est-ce qu'elle avait changé la CIA? Est-ce qu'effectivement elle pourrait mettre en place, aider à faire tomber Maduro, pour être clair? Je suis d'accord avec ma collègue. Enfin, la CIA a été toujours présente dans les pays latino-américains. Et même, il y a des représentants du service secret français au Venezuela, hein, sauf que... la bouche fermée quand même. Enfin, on dit pas, on est en train de développer une stratégie pour espionner ou quoi. Enfin, bien sûr, ça se dit pas. Alors, je pense que Donald Trump, oui, il a quand même un microphone beaucoup plus, qui fait beaucoup plus de bruit que le reste, mais je pense pas que la CIA ait changé. Je pense qu'elle fait la même chose qu'elle a fait toujours. Oui, mais est-ce qu'elle irait justement jusqu'à fomenter la chute de Maduro ou aider en tout cas à le déstabiliser un peu plus que... Bon, déstabiliser, vous savez Stéphanie, le pays est déjà déstabilisé à partir des élections de 2024. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Maduro s'est autoproclamé, il faut le dire, moi je suis président du Venezuela, alors qu'il n'avait pas les preuves à la main, alors qu'il y a eu un président élu qui s'appelle Edmundo González Urrutia, qui a eu quand même 73% des voix, et que c'est lui le président légitime. Alors c'est à partir de là que le pays est déstabilisé. Alors on ne peut pas dire, est-ce que la CIA va déstabiliser le Venezuela? Ah mais non, il faut reconnaître le vrai président du Venezuela et comme ça rétablir la stabilisation du pays. Voilà. Est-ce que c'est ce que veut faire Trump au final? Pas sûr, hein. Je ne peux pas assurer ce que veut faire la CIA et ce que veut faire Trump. Mais moi, je peux voir les conséquences qui ça produit dans le Venezuela. Et je pense que d'une certaine façon, sa pression qu'il exerce au gouvernement peut aider au rétablissement de la paix et de l'équilibre politique au Venezuela. Vous pensez? Alors lui, il parle aussi de recrues, d'avoir justement les Vénézuéliens autour de lui. Il y a des démonstrations militaires. C'est quand même pathétique, ce qu'on voit à la télévision. Je ne trouve pas un autre mot pour expliquer, je ne sais pas, mais c'est pas une armée. Comment expliquer qu'ils tiennent, Nelson Castellano, si ce n'est pas une armée, si c'est pas quotidien? Non, c'est là l'armée qui existe actuellement. Les généraux, les grandes têtes de cette armée sont sous son contrôle parce que il faut aller beaucoup plus loin, il faut aller à l'époque de Chavez. La première chose qu'a fait Chavez, c'est introduire l'armée dans les postes publics, avec des budgets sans contrôle. La corruption s'est installée au Venezuela. Ça, c'est le grave problème qu'on a. L'armée, les grands chefs de l'armée sont dans la corruption. Ils ne veulent pas tomber. Ils sont aussi dans les... C'est pour ça qu'on parle d'un cartel de drogue, et on l'a mis le nom de cartel de Los Soles. Los Soles, c'est l'identification qu'ont les généraux quand ils sont généraux. Et les autres soldats ont des étoiles. Et quand on devient général, on te met un soleil. Et ce soleil, c'est un cartel, ça est devenu un cartel. Ils sont dans tous les trafics, ils sont des contrôles des mines, ils sont des contrôles des productions, ils contrôlent des régions des pays, la frontière, ces frontières avec la Colombie. Et c'est toute une... Et pour l'instant, ça tient. Et ça tient. Kevin Partenay, on me dit qu'on vous a retrouvé. Un mot justement sur ce bras de fer avec Maduro. Est-ce que vous pensez aussi, ça serait intéressant d'avoir votre analyse, que ça pourrait aboutir à une déstabilisation de Nicolas Maduro à un moment donné, la CIA, ou pas? On l'écoute plus. Décidément.
Je suis désolée, mais on a vraiment un problème de son avec vous. On ne va pas y arriver. On essaye pourtant. Kate Evan, justement, pour revenir sur ces Amériques, cette doctrine Monroe, pour revenir justement sur la théorisation de ce que fait Trump, est-ce qu'il y a tout de même cette volonté donc un peu prédatrice, comme avec le Panama, comme de souveraineté américaine sur l'ensemble du continent? Est-ce que c'est comme ça qu'il peut Je pense que la doctrine Monroe s'applique pas tellement, parce qu'à l'époque, la doctrine Monroe, c'était plutôt le rejet de l'influence européenne en Amérique latine, plutôt que l'expansion et le côté c'est les Amériques, c'est notre précaré. Mais ça, c'est absolument vrai. C'est-à-dire que Trump voit quand même le monde dans des zones d'influence, en termes de zones d'influence. Donc la Chine aurait plus ou moins l'Indo-Pacifique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, entre la Russie et l'Europe, on le voit un peu hésiter, parce que à l'époque, c'était un peu l'idée que l'URSS contrôlait un peu, avait son précaré aussi. Et les États-Unis ont les Amériques, et donc c'est leur chasse gardée et ils font ce qu'ils veulent, en gros. Donc c'est ne venez pas nous dire ce qu'on doit faire en Amérique latine. Mais aujourd'hui, à part probablement les Chinois qui ont de l'influence partout dans le monde, il n'y a pas vraiment, je veux dire, les Russes aujourd'hui, ils n'ont pas trop le temps de s'occuper de l'Amérique latine, en tout cas dans le jour d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que Donald Trump voit les Amériques comme la chasse gardée des États-Unis, ce qui ne veut pas dire qu'il veut aller déstabiliser tous les régimes et changer tous les régimes. Il veut juste être celui qui se met en contrôle. Mais je maintiens que la question du narcotrafic, c'est quelque chose qui marche beaucoup avec ses électeurs, parce que effectivement, le problème de la drogue aux États-Unis est quelque chose qui a été énorme et qui est encore énorme, et que donc ça marche bien de dire moi je suis en train d'essayer d'arrêter l'arrivée de la drogue aux États-Unis. Donc il ne faut pas oublier que Donald Trump il est très imprévisible, mais il a un sens de ce qui peut marcher avec ses électeurs. Il sait comment les lire et il utilise toujours les choses qui vont marcher. Et c'est pour ça qu'il parle moins de Maduro, c'est un dictateur et donc la liberté. Il parle de c'est un baron de la drogue. Donc il se focalise sur l'aspect drogue plus que sur l'aspect démocratie, parce qu'il ne parle pas beaucoup de la démocratie au Venezuela aujourd'hui. Alors l'autre baron de la drogue, Entrena Flores, donc ça a quelques jours, c'est le président de Colombie, Gustavo Petro, donc qui est un homme de gauche, qui devient une sorte de bête noire pour Donald Trump aussi, parce que Maduro, on sait que ça fait longtemps avec le chavisme, mais la Colombie, c'est quand même le premier allié, très grand allié des États-Unis. Donc là, on assiste à une sorte de volte-face. Pourquoi? Gustavo Petro, c'est une personnalité un peu affirmée aussi, puisque aux États-Unis, quand il était allé à New York, il avait quand même dit ouvertement qu'il était contre Trump. Est-ce que ça participe à cette espèce de nouveau bras de fer entre Trump et lui? Je pense que tout est lié. Je pense que ces déclarations de Gustavo Petro, quand il a dit, il a fait un appel, c'est pas n'importe quoi, hein, il a fait un appel aux troupes américaines à ne pas obéir les ordres de Donald Trump. Sur le sol américain. Quand il était à New York. Voilà, à New York, oui. Donc c'est quelque chose d'énorme. Je pense que oui. Il y a ça qui se mêle aussi dans ce conflit. Mais bon, il y a aussi une question d'affinité idéologique. Comme vous le savez, il y a eu un accord pendant des décennies entre les États-Unis et la Colombie, justement, y compris une coopération militaire. Hein. Il y a des bases militaires américaines sur le sol colombien. Alors, mais c'était plutôt avec des présidents qui avaient une proximité idéologique avec Donald Trump et avec les républicains. Je parle par exemple de Santos ou de Uribe. Mais des présidents de droite. Des présidents de droite, exactement. Mais Gustavo Petro, un président de gauche qui en plus appelle à ne pas obéir Trump, c'est quand même une transgression. Et je pense que oui, c'est une réaction de Donald Trump à ces déclarations et au manque d'affinité idéologique. Comme je vous dis. Donc là, il a tiré sur 2 navires colombiens, hein, c'est ça? Enfin, en tout cas, qui appartiennent à... Un navire des pêcheurs, soi-disant des pêcheurs, ça veut dire il y a un petit navire, qu'il y a des gens qui sont décédés, et on ne les connaît pas, apparemment il était arrêté avec un moteur qui ne marchait pas, mais on voit, j'ai vu les photos, on voit des paquets sur les... Et l'autre, c'est un sous-marin.
C'est un sous-marin qui était attrapé, mais eux, ils sont attrapés, ils sont vivants, ils sont là aussi, les preuves, toute la charge qui était dedans les sous-marins. C'est un sous-marin colombien qui partait de la Colombie. Mais on sait que ce n'est pas la Colombie, ce n'est pas le Venezuela. Il y a une organisation qui a des sous-marins, qui a des bateaux qui... Ce n'est pas des bateaux de pêcheurs, hein, c'est celle qu'on voit dans les photos. Un bateau de pêcheurs n'utilise pas 4 moteurs pour aller à la vitesse et pour pouvoir traverser les eaux internationales. Et les bateaux de pêcheurs sont un petit bateau avec des gens qui jettent ces impléments pour la pêche. Et ils ne vont pas dans les eaux internationales comme ont été déclarés. Donc, c'est des bateaux de narcotrafiquants colombiens. On le sait, dans les territoires où ils sont partis, malheureusement, hein, mais il faut reconnaître ça, c'est un territoire qui est très pauvre, qui, à cause de la situation économique du Venezuela, les habitants de ces régions... Là, vous revenez au Venezuela, oui. Oui, les habitants de ces régions, ils sont tous... Les pêcheurs ne peuvent plus travailler, on ne peut pas les payer les produits de son travail. Du coup, ils sont tous virés vers ce type de travail. Cette industrie du narcotrafic. Oui, ce n'est pas qu'ils les consomment, pas du tout. Mais ils sont obligés à survivre. On va écouter justement quelqu'un qui se trouve dans une île voisine justement de la Colombie. On va écouter sa réaction parce qu'ils sont quand même très étonnés. Il veut juste faire exploser un bateau. On est en Israël ici? En Afghanistan? C'est ce genre d'endroit ou quoi? On est dans les Caraïbes ici. C'est la paix et l'amour. Ici, c'est la paix et l'amour. Voilà, c'est un habitant de Trinité et Tobago, Ketevan. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que certes, il y a probablement, dans le lot des 7 bateaux sur lesquels on a tiré, il y a probablement des narcotrafiquants. Pour l'instant, les Américains n'ont donné aucune preuve formelle, ils refusent de donner des preuves, donc il faut les croire sur parole. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a une possibilité quand même, et apparemment, en tout cas, 1 ou 2 des bateaux auraient potentiellement il y aurait du trafic de drogue, mais du trafic de personnes aussi. Et donc, c'est d'êtres humains, et donc c'est des passeurs en plus qui prennent la drogue et des êtres humains. Donc, en l'occurrence, là, on ne parle plus de narcotrafiquants. Et par ailleurs, même si c'était des narcotrafiquants avec des chargements de drogue, jusqu'à présent, la règle des Américains, parce que ça fait longtemps qu'ils sont dans les eaux de la mer des Caraïbes, c'est pas nouveau, ils ne se réveillent pas aujourd'hui pour comprendre qu'il y a de la drogue qui arrive par la mer des Caraïbes, ils arraisonnent les bateaux. Ils ne tirent pas dessus, ils arraisonnent le bateau, ils arrêtent les gens qui sont dessus, ils prennent les chargements de drogue, ils saisissent, et ensuite, soit ils les mettent en prison aux États-Unis, soit ils les renvoient dans leur propre pays pour être jugés dans leur propre pays. Mais cette idée qu'on peut tirer sur un bateau sans savoir si on est sûr à 100% que c'est effectivement des narcotrafiquants, pour dire ils viennent de là, ils ont un chargement, donc par définition, c'est tous des narcotrafiquants. C'est ça le problème, en fait. C'est pas qu'il n'y a pas de narcotrafic, personne ne dit ça. Alors, est-ce que c'est efficace, justement, dans cette lutte contre le narcotrafic, Andreina Flores? Donc, la Colombie est le premier producteur de cocaïne. La Colombie, d'ailleurs, lutte contre le trafic de cocaïne, y compris avec ces aides américaines que Donald Trump va supprimer. On parle de 700 millions de dollars versés en 2023. Ça aussi, c'était dédié à la lutte contre la drogue. Donc, est-ce que ce n'est pas même contre-productif? Moi, je pense, je veux revenir à ce que vous avez dit, et c'est par rapport aux personnes qui sont dans ces petites embarcations. On dit, on ne sait pas qui sont, etc. Mais oui, on sait qui sont, parce que il y a des journalistes vénézuéliens, des collègues à moi, qui sont allés, par exemple, dans des petits villages pour connaître les familles de ces gens qui ont été tués dans ces embarcations. Et ce sont des petits pêcheurs qui n'ont aucune autre option que faire le trafic de drogue pour survivre, quoi. Donc, je ne dis pas que ce sont des petits anges, c'est pas ça ce que je suis en train de dire. Est-ce que ça justifie le fait qu'on tire sur le navire? Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, les victimes, ce sont des petits pêcheurs, de petits personnes de village, c'est pas des barons de la drogue, exactement. Alors, pourquoi pas arrêter ces petits personnes, disons, pour aller remonter pour dire, ok, c'est qui le responsable, le haut responsable? Parce que là, il les tue. Donc Oui, voilà, il les tue. Donc, c'est efficace? Non.
Parce que pourquoi ne pas justement rentrer dans une vraie attaque des barons de la drogue, mais des vrais? Enfin, les États-Unis seraient capables de faire ça en coopération avec le gouvernement colombien, par exemple, non? L'explication de Donald Trump était, ça fait 30 ans qu'on fait ça, et ça n'a donné aucun résultat. Le trafic continue. C'est l'explication qu'il a donnée. Et je pense qu'il y a quelque chose de vrai. Ça veut dire, ça fait des années que les États-Unis luttent contre les trafics de drogue, et ils continuent. Mais effectivement... Donc la lutte contre les cartels, ça ne fonctionne pas. Oui, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais de notre côté, la vérité, c'est que tuer à ces personnes n'arrive pas à arrêter la production. Parce qu'il y a les barons qui sont derrière, qui sont pour la production. Mais je continue, ça me confirme que l'unique objectif, c'est de faire peur. Parce que s'ils n'arrivent pas à sortir la drogue, parce que si tous les petits passeurs ont peur, parce qu'ils ne veulent pas mourir, les gouvernements n'auront plus d'argent pour pouvoir continuer au pouvoir. Mais quel va être l'impact justement de ce retrait de ces aides à la Colombie? Parce que ça, pour le coup, c'est pas de la peur, c'est vraiment les États-Unis retirent 700 millions de dollars par an destinés à la Colombie. Qui visait aussi à pacifier le pays, parce qu'elle était quand même un pays en guerre civile pendant très longtemps. Je pense que ça va encore empirer la situation. Je crois que la Colombie a besoin de ces aides américaines pour lutter contre la drogue. Après, s'ils ont fait un bon usage de ces aides, bon, ça c'est une autre question, c'est un autre problème. Mais oui, je pense que ça va effectivement empirer les choses. Et pour revenir encore à remonter, comme vous disiez, jusqu'au baron de la drogue, je pense que les États-Unis connaissent quand même comment arriver à ces échelons-là. Enfin, par exemple, je veux rappeler que les neveux de Nicolás Maduro ont été arrêtés et jugés aux États-Unis, ce qu'on appelle les narcosobrinos, les narco-neveux, voilà, et ont été jugés, condamnés, etc. Pour trafic de drogue. Oui, et pour trafic de drogue. Et eux-mêmes, ils avaient raconté qu'ils utilisaient les pistes d'atterrissage officielles de son petit-oncle, de son cher oncle, pour sortir de la drogue du Venezuela. Donc, ils ont la manière d'arriver jusqu'à haut. Et pourquoi ne pas le faire? C'est ça qui m'interpelle. C'est moins spectaculaire. En plus, ils ont expliqué que c'était pour financer la campagne de sa famille, la campagne électorale. Oui, voilà. Mais c'était dit. Et c'est pour ça que les États-Unis ont des preuves. Ils ont des preuves qu'il y a les fonds de la situation. Pourquoi les États-Unis font tout ça actuellement? C'est qu'ils ont découvert, et il y a des documentations, il y a des témoignages, que les trafics de drogue vers les États-Unis a été conçu comme une arme. Il faut attaquer les États-Unis, il faut détruire la jeunesse des États-Unis. Et que c'était un projet qui existait depuis Chavez. Chavez, avec les Castro, la famille Castro au Cuba, avait décidé de faire cette exportation. Déjà, à l'époque de Castro, il a eu ça. Et il a eu des militaires qui ont perdu la vie, qui ont été jugés et condamnés, mais qui, au début, travaillaient avec l'accord du gouvernement. Et une fois découvert, il a fallu faire bonne image et on a éliminé à 2 de ces personnes. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces navires, ces 7 navires vénézuéliens essentiellement, mais colombiens également abattus par l'armada américaine dans la mer des Caraïbes. Merci beaucoup Nelson Castellano d'avoir été avec nous. Andreina Flores, merci. Ketevan Gorgestani et merci à Kevin Partenay qui était avec nous en début d'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et je vous dis à demain.